Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans notre série d'émissions pour décrypter la grande interview du président de la République, Abdraman Tchani, nous recevons ce soir les principaux responsables des 4 grandes centrales syndicales du pays qui vont livrer leurs impressions sur les différents points développés par le chef de l'État lors du grand entretien largement relayé par les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Un entretien assez illustratif sur tous les thèmes abordés par le président de la République, notamment sur les questions de la remise des Nigériens au travail, la question de l'emploi des jeunes, la bonne gouvernance ou encore la relance de l'économie. Des sujets sur lesquels nous allons y revenir tout au long de ce débat avec nos invités. Et comme invité sur ce plateau, nous avons M. Alain Adikan, secrétaire général de l'Union des syndicats et travailleurs du Niger. Monsieur Abdou Seydou, secrétaire général de la Confédération générale des syndicats libres du Niger. Monsieur Idrissa Jibrila, secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger. Et monsieur Kemou Yahaya, secrétaire général de l'Union syndicale progressiste des travailleurs du Niger. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'entretien exclusif du chef de l'État que vous avez sans doute tous suivi. Alors, comment les partenaires sociaux ont accueilli la grande interview du chef de l'État? Quels sont les sujets qui ont retenu votre attention? Quels sont les enseignements et autres leçons à retenir de ce grand entretien du président de la République? Enfin, après cette sortie largement commentée du chef de l'État, à quoi doit-on s'attendre dans les semaines ou mois à venir? La réponse à toutes ces questions dans ce débat. Et pour commencer cette question d'actualité, M. Alain, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. Et il y a ce matin, très tôt ce matin, les États-Unis et Israël ont attaqué la République islamique d'Iran. Que vous inspire cette actualité de ce matin? Oui, nous avons appris avec vraiment une grande amertume. Et encore l'impérialisme qui fait ses jeux sur les peuples et l'oppression des peuples du monde. Et vraiment, c'est une situation à déplorer. En tant que syndicat, vraiment, nous adressons notre soutien au peuple de l'Iran. En tout cas, et vraiment notre soutien sur toutes les formes, donc au peuple de l'Iran, parce que nous sommes un peuple aussi qui, de par notre situation actuelle, l'impérialisme est en train de s'asseoir sur nos pays et que vraiment, par contre, vraiment nous condamnons cet acte. Et dans les jours à venir, nous aurons la réaction syndicale, tant au niveau national qu'au niveau international. D'accord. Merci, M. Alain. M. Seydou, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez dire? Quel commentaire vous avez sur cette actualité de ce matin? En tout cas, merci. Moi, je dirais que c'est une triste nouvelle. Cette situation que vient de déclencher la guerre, certains pays contre l'Iran. Et nous, en tout cas en tant que travailleurs, nous apportons notre soutien surtout au peuple, aux populations qui sont d'ailleurs victimes, et que les pays s'entendent pour le bien-être de leur population. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Jibrila, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel commentaire vous sur cette actualité de ce matin? Bien, effectivement, nous ne pouvons que condamner cette agression des États-Unis, parce que les États-Unis ont déjà fait un autre acte, vous vous rappelez, récemment, et on comprend que le président des États-Unis est là pour avoir sa troisième guerre mondiale. Parce que de provocation à provocation, c'est pour embraser l'ensemble des peuples du monde, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous condamnons fermement cet acte des États-Unis de plus, parce que c'est né de trop. Ça n'est de trop. Nous souhaitons que l'ensemble des pays épris de paix puissent se mobiliser pour arrêter cette dérive
du président américain. Qui n'a jamais caché ses mauvaises intentions vis-à-vis des autres pays, dont principalement nos États. Donc, nous pensons qu'il revient aux États épris de paix de se mobiliser pour arrêter ces dérives autoritaires du président américain. D'accord. Merci. Oui, M. Kemou, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue aussi sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter, que vous inspire cette actualité de ce matin? Cette guerre menée contre l'Iran par Israël et puis les États-Unis. Nous sommes réveillés ce matin et nous avons vu en tout cas ce qui se passe comme tout le monde l'a vu. C'est une situation extrêmement grave et nous la déplorons. Nous condamnons avec la dernière énergie cet acte terroriste de M. Donald Trump, parce que nous, à notre avis, ce n'est pas une agression des États-Unis, parce qu'au fond, quand on fuit, au fait, le peuple américain doit normalement être contre ce genre d'action. Mais comme Donald Trump l'a décidé, nous la qualifions d'attaque terroriste, et en tant qu'organisation progressiste, nous ne pouvons qu'être solidaires au peuple iranien, victime d'agressions impérialistes, comme celle que nous sommes en train de vivre dans nos États membres de l'AES. Parce qu'en réalité, c'est la même chose. L'impérialisme est là partout, et aujourd'hui, ce que Donald Trump est en train de faire, il est en train de nous montrer que c'est la loi du plus fort. Et je pense que c'est en ce sens que j'appelle l'ensemble du peuple, en tout cas progressiste du monde, à être solidaire envers le peuple iranien. L'Amérique ne peut jamais être l'État le plus fort, parce que les autres peuples aussi vont être solidaires au peuple iranien. Et moi, je suis sûr que l'Iran va résister. Je suis sûr que l'Iran va surmonter cette épreuve. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On va revenir sur le thème de notre débat du jour. Comment les partenaires sociaux ont accueilli la grande interview accordée par le chef de l'État et relayée sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Monsieur Alain. Bien, merci. Effectivement, en tant que partenaires sociaux, en tant que syndicats, nous avons été informés effectivement de ce débat et nous l'avons suivi. Moi, personnellement, j'ai suivi ce débat jusqu'à la fin. L'intégralité jusqu'à 0h45, je pense. Et ce qui nous inspire ce débat, vraiment, c'est dans son ensemble, c'est une révélation de tout ce qui se passe contre nos peuples africains. Nous prenons pour le panafricanisme. Et d'autres continuent toujours après le colonialisme, tout ce qu'ils ont eu à faire, la traite négrière, les mépris, tout ce qu'ils ont eu à faire, la déformation de l'information, de l'histoire donc de nos peuples. En tout cas, le président a eu à mettre en exergue, en tout cas, toutes ces réalités. Et vraiment, je pense que ça fait leçon au peuple nigérien, et ça fait leçon aussi, ça donne leçon aussi à tous les présidents africains et aussi les présidents du tiers-monde. Et c'est une agression, c'est une de déstabilisation, bien sûr, une tentative de toutes les formes que vous voyez contre les peuples. Nous prenons pour la justice sociale, et la justice sociale à travers tout ce qu'on dit comme droit, parce que c'est eux qui initient les questions de droits universels. Alors tout un peuple qui vit dans ce monde doit jurer de ce droit. Bien sûr. Nous sommes, cette terre d'ici-bas nous appartient. Ça n'appartient à aucun peuple, ça appartient au Créateur qui nous a mis dans ce monde. C'est ça. Cette terre, ce globe terrestre nous appartient, cette planète nous appartient. Donc personne ne peut, on doit se mettre en tête que personne ne peut, aucun pays ne peut se prévaloir gendarme donc d'autres pays. Donc c'est vraiment, c'était révélateur, c'était beaucoup de leçons à tirer donc de cet entretien. D'accord, on va y revenir sur certains aspects dans le débat. Monsieur Seydou, qu'est-ce que vous allez ajouter, comment les partenaires sociaux ont accueilli la grande interview accordée par le chef de l'État et relayée sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux? D'accord. En tout cas, merci vraiment pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous
s'exprimer sur l'interview que vous avez eu à réaliser avec le président de la République. Et nous avons toujours estimé que c'était une bonne chose, que le président, le chef de l'État sorte de temps en temps, en tout cas pour parler sur la vie, l'état de la nation, et aussi pour parler sur des aspects qui concernent en tout cas les attentes de nos populations. Et nous l'avions suivi avec beaucoup d'attention, et j'espère que nous allons aborder aspect par aspect, les questions, les sujets qui ont été évoqués dans cette interview. D'accord. Merci, Seydou. Merci. Djibril, qu'est-ce que vous allez ajouter, comment vous avez accueilli cette grande interview accordée par le chef de l'État? Bien, merci, M. Abdoulaye, de l'occasion que vous donnez d'apprécier, comme vous-même vous l'avez dit, la grande interview du président de la République, qui répond à un souci que généralement les citoyens expriment. C'est-à-dire avoir un premier responsable qui communique sur la vie de la nation. Donc ça, il faut reconnaître que par cet exercice, le président a répondu à une attente souvent exprimée, selon laquelle il faut de la communication sur l'ensemble de la gestion, sur l'ensemble de la gouvernance. Je pense que c'est véritablement un élément important. Et il a l'habitude de le faire, mais la dernière fois, il est allé plus loin dans les détails. Donc, sur cet aspect, c'est véritablement très bien. Très bien. Un autre aspect où c'est bien, il a donné les détails sur l'ensemble de ce qui peut être comme préoccupation ou actualité. Que ce soit la question sécuritaire, que ce soit les relations internationales, que ce soit notre administration. Et il est allé même plus loin par rapport avec l'assistance du journaliste que vous êtes, par rapport même aux promotions, aux nominations. Pourquoi certains changements? Je pense que cet exercice-là a permis à beaucoup de mieux comprendre comment lui qui est le manager principal, comment les choses, il les voit et comment il les gère. Et aussi, grande interview parce que ça a été long aussi. 5h43 minutes. 5h43 minutes. Nous, on a remarqué que c'est plutôt le journaliste même qui était fatigué. Lui, il tenait mieux que vous. Je ne sais pas, vous savez, en tant que soldat. En tant que soldat, il était plus physiquement en forme que vous. Ça, il faut le reconnaître. Bien sûr. Et ça a relevé aussi sa grande culture de la connaissance de beaucoup de dossiers, beaucoup d'histoires. Parce que moi, je me suis dit avec l'interview, le président, il défie même les historiens nigériens. Parce que tel qu'il a donné certaines précisions, il est difficile d'avoir un historien qui pourrait le faire. Maintenant, nous, ce qu'on aurait souhaité pour les prochaines communications, que ça soit ouvert aux autres organes de la presse. D'accord. Je pense qu'il serait bon d'avoir, comme on dit, face à la presse. Je ne dis pas toute la presse, mais que ça ne soit pas simplement un entretien tel qu'on l'a vu. Il faut changer pour la prochaine fois. S'ouvrir aux autres organes de presse privés ou aux autres organes de presse internationale. Pourquoi pas? Parce qu'au vu de l'aisance qu'il a vu, il a dans la communication, moi je pense qu'à toute question, il va répondre. Donc il serait bon qu'on puisse permettre aux autres journalistes de venir poser aussi leurs questions. Parce que leurs questions peuvent être différentes de celles que vous avez posées, même si vous avez été courageux à poser certaines questions. J'avoue que certains journalistes n'ont pas le même courage que vous avez eu à poser certaines questions jusqu'à ce que lui-même il vous dise que telle question, vous insistez là-dessus. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut retenir en attendant qu'on apprécie les points qui ont été développés. D'accord. Merci, Djibril. Monsieur Kemou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question? Comment vous avez accueilli la grande interview accordée par le chef de l'État? Merci bien, comme les autres ont eu à le dire, quand même, la sortie médiatique du président de la République a été une grande sortie. Une grande sortie, Oui, une grande sortie parce que
vous savez, nous sommes dans une situation de guerre, nous sommes en guerre. Ah oui, bien sûr. Et la guerre, elle a plusieurs aspects. Et aujourd'hui, l'aspect communicationnel, quand même, est en train d'être abordé avec beaucoup de sérieux. Parce que lorsque c'est le président lui-même qui sort pour donner certaines vérités par rapport à la vie de la nation, je pense qu'il n'y a pas plus que ça. Parce que ça sort de la bouche du président de la République. Et le président de la République, quand même, il a honoré l'ensemble des citoyens nigériens, parce qu'au-delà du Niger, partout au monde, tout celui qui suit l'interview, qui a suivi l'interview, quand même va dire que Abdraman Chani, le président Abdraman Chani, est vraiment un historien. C'est un cours d'histoire. Il a montré aux yeux du monde qu'il maîtrise l'histoire de son propre pays, donc sa propre histoire. Il maîtrise aussi la question du renseignement. Parce qu'un chef doit être renseigné. Ça, c'est le premier élément de la réussite d'un pouvoir. Il a montré aux yeux du monde que tout ce que les autres sont en train de colmater, les impérialistes, c'est que nous les savons. Et nous n'allons pas baisser notre garde, nous allons continuer à rester debout. Parce que c'est ce genre d'actions qui font trembler l'impérialisme. Je vous jure, les jours là, la nuit là, en tout cas, l'impérialisme a tremblé. Oui, parce que les vérités qui étaient sorties de la bouche du président Kamon, personne ne peut nier ça. Oui, c'est des vérités, comme on le dit, il a parlé comme un soldat, comme un vrai soldat. Oui. Donc il n'y a pas eu de cache-cache. Et vraiment, c'est l'occasion de dire qu'en tout cas, nous, en tant que représentants des travailleurs, nous disons que nous avons été honorés par, en tout cas, cette sortie du président de la République. Parce qu'au-delà du Niger, quand même, il a fait la fierté de l'AES. À travers cette sortie. Merci, Kémou. On va avancer. Quels sont à présent les sujets qui ont retenu le plus votre attention, M. Alain? Parce qu'il a développé plusieurs sujets, on l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qui réellement vous a retenu votre attention parmi les sujets évoqués? Oui, parmi les sujets évoqués, c'est entre autres la question sécuritaire. Il a évoqué aussi la question sécuritaire donc, sur l'espace, effectivement, qui, de par, en tout cas, les renseignements donnés et les coordonnées donnés, parce que nous, on dit que c'est une révélation, mais malheureusement, qui n'a pas été contestée. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, n'a pas été contestée. Ils ont joué à la démagogie. Et si ce n'est pas une information, vous allez avoir les réactions. Les réactions, tout à fait. Donc, effectivement, ce qui nous met en confiance, effectivement, et partie aussi toutes les manœuvres machiavéliques que l'impérialisme est en train de faire, et les Occidentaux et leurs valets africains. En tout cas, vraiment, toutes les manœuvres sont mises à nu. Et ils doivent se raviver que, effectivement, tout ce qui se trame. Donc, effectivement, le président a révélé au peuple nigérien et au peuple africain et du monde. Donc, la question sécuritaire. L'autre question, c'est l'histoire. L'histoire, effectivement, le sujet, et de par certaines informations qu'il nous a données, telles qu'on nous a appris à l'école, effectivement, parce que notre propre histoire n'a pas été écrite par nous-mêmes. Ça a été écrit, par d'autres. Et ça a été écrit par d'autres, effectivement. Il y a des contre-vérités de notre propre histoire. Effectivement, nous sommes sur le terroir. Et sur le terroir, effectivement, tel que nous écrivons sur le lit, sur les livres, ou bien nous avons appris sur les livres, mais sur le terrain, c'est autre chose. Moi, j'étais dans la région de Mei, Tessawa, et une histoire qui a concerné, et cette histoire, c'est un exemple, c'est le drame d'Ankori. Tel que ça a été écrit, c'est autre chose par les récits. Donc, vous voyez, effectivement,
Et il faut que nous voyions aussi cet aspect des choses pour réécrire notre vraie histoire. Oui. C'est en cours, hein, cette Oui. réécriture de notre histoire. Voilà. L'écriture de notre histoire, effectivement. Donc, l'autre côté, c'est la question de gouvernance. Gouvernance, oui. Et il a parlé de la marche donc, de la refondation. Oui. Et aussi certains sujets que, certes, vous avez qui ne sont pas bien appréhendés par le peuple, qui sont mal interprétés. Et effectivement, il a donné des explications par rapport à ces questions de gouvernance, des questions de nomination, des questions, je pense que vous avez insisté aussi, il a donné des réponses. Je pense que c'est sur ces questions, effectivement, que j'ai vraiment, qui m'a beaucoup tiré d'attention. Mais la question aussi qui nous concerne, nous, en tant que syndicat, c'est la question du monde du travail. Le monde du travail, voilà, les travailleurs. On va revenir sur le travail. D'accord. Et nous, en tant qu'organisation de travail, je pense que nous ne devrons pas être loin de cette gouvernance. Oui. Nous devrons être très près de cette gouvernance parce que c'est nous qui produisons le travail. C'est nous sommes la force productive, la force productrice. Et par contre, on devrait nous écouter. On devrait nous écouter dans le fond pour voir cette refondation. Oui. Comment nous devrons, nous examinons cette refondation, comment nous devrons aller. C'est ça. Je pense que cette communication ne doit pas être une communication, monsieur le conseiller, ne doit pas être une communication de loin. Oui. Ça doit être une communication de près avec les travailleurs pour voir quel est le nouveau monde du travail que nous aspirons pour notre peuple et pour notre espace AES. Parce que nous avons entendu, là où nous ne sommes pas représentés, on a trituré et on a fait une proposition du rendement du travail. Et je pense que c'est parce que les travailleurs ne sont pas représentés. Vous parlez de quoi exactement? Oui, je pense du conseil, la proposition du conseil consultatif. Du CCR, voilà, d'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Vous n'êtes pas représenté là-bas, je pose la question. Malheureusement, aucun travail n'est représenté. Aucune centrale syndicale? Aucune centrale, aucun patronat n'est représenté à cette... Au niveau du CCR? Au niveau du CCR. Et effectivement, pour certains débats, certains ne peuvent pas, dans le monde du travail, ne peuvent pas donner de réponses. Oui, bien sûr. Ils ne peuvent pas donner des réponses. Pour donner des réponses, il faut ceux qui exercent, ceux qui travaillent. Et ceux qui sont parce que nous avons la configuration de toutes les centrales syndicales. Nous avons quand même tous les secteurs. Et nous connaissons quand même ce que nous pouvons... Nous connaissons quand même tout ce qui se passe dans tous les secteurs d'activité. Donc la réponse, c'est à nous de donner la réponse et non d'autres organisations. Donc voilà, pour ne pas monopoliser la parole. Merci Alain. Donc voilà ce que nous pouvons retenir. Merci Alain. Seydou, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quels sont les sujets qui ont retenu le plus votre attention vraiment, lors de cette grande interview du chef de l'État? Comme je l'ai dit à l'introduction, et en tout cas plusieurs sujets ont été abordés. Oui, plusieurs sujets ont été abordés. Pour une interview de 5 heures et quelques minutes, on ne peut pas tout relayer. Bien sûr, on prend juste quelques points. Voilà, donc, ça y est. En tout cas, en ce qui me concerne, et les points quand même qui ont beaucoup attiré mon attention, c'est d'abord l'histoire du pays. L'histoire du Niger. Voilà, et aussi la question des grands projets. Des grands projets. En cours. Donc, il y a aussi l'aspect sécuritaire. Sur lesquels on peut aussi se prononcer. D'accord. En tout cas, pour ce qui est de l'histoire du Niger, moi, je pense que c'est juste un rappel. Historique. Et pour expliquer que le Niger, c'est un pays, c'est une vieille civilisation. Une vieille civilisation, d'accord. Voilà, donc, et que aujourd'hui, nous n'avons rien à apprendre de l'Occident. Et que nous devrons aussi être fiers de notre identité. Bien sûr. Donc, et savoir qui nous sommes dans la vie. Et donc, aujourd'hui, en écoutant le président, c'est comme tel que Alain l'a dit. En tout cas, ce qu'il a eu à expliquer autour de l'histoire de notre pays est beaucoup plus bénéfique
surtout la génération future qui est là et présente. Et aussi l'autre aspect sur la question de la sécurité. Et ça aussi, il est venu plus en détail sur l'attaque, je dirais, de l'aéroport. Voilà. Aujourd'hui, on connaît les manœuvres à travers quand même la communication du président de la République, des manœuvres qui sont en cours dans la sous-région au niveau de certains pays, et tout ça là c'est dans le cadre de déstabiliser le Niger. Donc vraiment moi c'est que j'ai à dire sur ce plateau, c'est qu'il faut que les Nigériens arrivent quand même à adapter des comportements. Des nouveaux comportements. Surtout pour en tout ce qui concerne certaines manipulations et même aussi des questions de désinformation. Désinformation, tout à fait. Aujourd'hui, si on veut en tout cas aider dans le cadre de la réussite de cette refondation, en tout cas, les Nigériens doivent se comporter quand même en dignes patriotes tout à fait. Pour l'intérêt de nos nations. En tout cas, pour l'autre point, c'est les grands projets comme j'ai eu à le dire. Et il a parlé en tout cas de pas mal de projets qui seront réalisés. Que ce soit dans la région de Dosso, au niveau d'Arlit, Agadez, ainsi de suite. Un peu partout, dans les grandes villes du Niger. Voilà, donc en tout cas, c'est surtout la réalisation de ces projets qui, pour nous, font contribuer quand même à réduire quand même au maximum le chômage. Et la question que vous avez évoquée, la jeunesse, l'emploi est là. Aujourd'hui, pour faire employer les jeunes, il faut créer quand même des emplois à travers la création de plusieurs industries. Et aussi d'autres unités de production. En tout cas, ça permettra d'accueillir beaucoup de jeunes. Bon, je pense qu'on va revenir sur certains points concernant l'emploi des jeunes. D'accord. Merci Sédou. Oui, Jibril, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quels sont les sujets qui ont retenu le plus votre attention? Bon, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Voilà. Ce que l'on peut retenir, le président Tchani n'est pas simplement soldat, il est aussi historien. Historien, ça vous l'avez dit. Et ça, il faut le reconnaître. Voilà. Et cette partie-là où elle a son importance, ça a permis de comprendre que tous ceux qui vivent sur l'espace du Niger là, nous sommes par origine liés. Parce que pour que vous puissiez bien parler d'une unité nationale, il faut montrer que malgré les différentes communautés, que toutes ces communautés ont un même dénominateur. Et je pense que c'est cet exercice-là qu'il a eu à faire pour que l'ensemble des Nigériens se considèrent comme frères et sœurs, au-delà de l'appartenance au même territoire tracé par le colonisateur, bien avant que nous constituions la même communauté. Je pense que c'est un élément important dans la vie d'une nation, surtout quand ces choses sont dites par le premier responsable. Et l'autre aspect qui est aussi important, les efforts qui ont été faits dans le cadre de l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire. La grande irrigation. Voilà. Nous savons tous qu'un des problèmes du Niger, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et effectivement, comme il l'a dit aujourd'hui, nous témoignons tous que, je prends le cas du riz, il est accessible partout et à bon prix. Ça, c'est une réalité. Et la question de la gouvernance aussi, dont il a beaucoup parlé, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des institutions, même si là-bas, il n'a pas trop parlé des institutions. Parce que nous aurions souhaité qu'il parle bien des institutions mises en place après le 26 juillet 2023 et montrer quelle est leur fonctionnalité, qu'est-ce qui a été fait par ces institutions et d'autres institutions même qui restent, qui ne sont pas encore mises en place, qu'est-ce qui les retarde. Ça, c'est des éléments qui n'ont pas été évoqués. Et il n'a pas aussi parlé des libertés syndicales ou des libertés, surtout syndicales, parce que nous avons connu avec son régime
la dissolution de certains syndicats, même s'il a répondu pour le cas des magistrats. Voilà. Mais il fallait dire pourquoi tous les autres, pourquoi les autres. Parce que même s'il a évoqué que le cas des douaniers et des eaux et forêts comme étant FDS, il y a d'autres qui ne sont pas dans ce champ-là. Donc nous aurions souhaité qu'il parle de ça. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il n'a pas parlé tellement, je ne sais pas pourquoi, les conséquences liées à l'insécurité. Les conséquences de l'insécurité aujourd'hui, on doit les dire aux Nigériens. Combien de villages l'État est obligé de les déplacer? Combien d'écoles ont été fermées? Combien de CSI ont été fermées? Voyez-vous, parce que c'est des choses qui... Il y a le bulletin de FDS qui donne le nombre de victimes et autres. Mais cet aspect social n'est pas mis en relief et il fallait le faire. Et surtout que c'est le chef de l'État, le magistrat suprême. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet à ce que certains profitent de manque de communication pour raconter n'importe quoi. Pour dire que tel village est vide, alors que des fois, certains villages, les gens sont là. Ils sont là. Ou que tel chef de village a fui. Donc, le chef de l'État aurait dû parler des conséquences de l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vit ça dans son chair. Et malheureusement dans toutes les régions. Malheureusement dans toutes les régions. Il y a aujourd'hui des villages qui ont été déplacés, ou des villages où les populations sont là. Les écoles ont été délocalisées, ou des CSI qui ont été fermés, où il n'y a plus d'agents de l'État, même dans les villages, où il y a d'autres cas où l'ensemble des responsables administratifs se retrouvent dans le chef-lieu du département. Donc, ces conséquences-là, malheureusement, le chef de l'État n'a pas fait cas, mais nous aurions souhaité... Mais sans doute, on aura l'occasion, certains ministres peut-être peuvent parler de ces sujets, parce que c'est eux qui gèrent directement ces questions, Djibril. Oui, mais le chef de l'État, il est au-dessus de tout cela. Oui, tout à fait. Quand lui, il le dit, mais ça convainc plus. Le cas, par exemple, de l'attaque de l'aéroport, les détails qu'il a donnés, mais ça, personne ne va dire que non, qui t'a dit le chef de l'État. Et nous savons qu'un chef d'État, pour dire certaines choses, il prend toutes les précautions pour venir les mesures. Bien sûr. Donc, les conséquences de l'insécurité, région par région, nous, à notre avis, il aurait dû en parler. Parce que ça éviterait que ceux qui sont abonnés sur les réseaux sociaux, en termes de diffamation de l'État du Niger, en termes de raconter du n'importe quoi, qu'on les arrête aussi. Mais quand il n'y a pas une information donnée à un haut niveau, au niveau du chef de l'État, eh bien, c'est la spéculation, c'est les rumeurs qui vont être développées. D'accord, merci. Kemou, qu'est-ce que vous avez retenu? Merci Abdoulaye, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois quand même de faire un petit rappel parce que le 6 août 2023, après les événements du 26 juillet, nous avions été rencontrés, les centrales syndicales, par le président de la République. Vous avez été reçus? On a été reçus. Et il nous a quand même rassurés. Nous a rassuré la franche collaboration avec les partenaires sociaux que nous sommes. C'est vrai, mais les camarades, l'un a déploré quand même l'absence ou bien que les organisations syndicales ont été complètement oubliées par rapport à certains organes, alors que nous aurions pu apporter notre contribution. Au niveau du CCR. Donc, je me rappelle de cette rencontre. Je me rappelle aussi qu'au-delà de ça, il a dit qu'ils vont franchement travailler pour l'épanouissement du Niger. Et il nous a dit les jours-là qu'il nous rassure que c'est une situation qui est là, qui va prendre du temps, puisque c'est une lutte, et il nous a invités à les accompagner. Et aujourd'hui, quand le président a fait son entrevue, quand même, je me suis rendu compte de toutes ces vérités-là qu'il nous a dit. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il faut se féliciter de l'arrivée du CNSP. Il faut se féliciter de l'arrivée du CNSP. Il faut se féliciter de ça. Pourquoi? Parce que ils ont tout au moins créé une certaine rupture avec le passé. Parce que par le passé, nous avons connu des régimes soi-disant démocratiques, n'est-ce pas? Qui ont passé tout leur temps
à se comporter comme des valets locaux de l'impérialisme. C'est ça, non? Aujourd'hui, donc, les CNSP, les camarades membres du CNSP qui sont venus, ils ont créé cette rupture. Nous sommes, en réalité, après la rupture, il faut les saluer, c'est encourageant. Nous sommes dans la phase de la construction. D'accord. Et dans cette phase, comme il l'a dit à travers certains aspects de l'interview, et que c'est une lutte de longue haleine. C'est une lutte de longue haleine. Bien sûr. Ça ne va pas être facile. Nous sommes en train de vivre cette situation-là. Il a quand même évoqué un certain nombre de questions que nous avons beaucoup aimées aussi. Lesquelles? L'élan de vérité avec lequel il a abordé ces questions-là, la question de la sécurité. Quand on constate qu'il y a une certaine constance dans l'attitude du président Tchani à dire certaines vérités. Et que personne ne peut dire le contraire. Ça, au moins, il faut lui reconnaître cette constante. Et c'est une bonne stratégie en termes de guerre. C'est une bonne stratégie parce que c'est la guerre communicationnelle. Au-delà de la question sécuritaire qui est habituellement abordée, il faut reconnaître que cette fois-ci, le président de la République a abordé aussi d'autres questions avec beaucoup plus de détails. Quand vous prenez la question de l'employabilité des jeunes. Des jeunes, tout à fait. Quand même, c'est parce que le président aussi a fait quelque chose de très positif. Il a été sur le terrain. Oui, il a vu. Donc, il a lui-même, avec son staff, rencontré la population. Et ces échanges-là qu'il a eu entre lui et la population et le peuple lui ont permis de se rendre compte de certaines situations aujourd'hui et par rapport auxquelles ils sont en train de donner des réponses ou des solutions. Et donc, ça a davantage suscité l'attachement du peuple aux actions et aux idéaux du CNSP. Donc ça, c'est vraiment apprécié. Et donc, en dehors de cela, il a aussi parlé de la question de l'éducation, que je pense, à mon avis, ne doit pas être dissociée de la question de l'employabilité des jeunes. Parce que les jeunes, d'abord, doivent être véritablement formés. Et ensuite, ils doivent avoir aussi un emploi. L'employabilité, comme il a eu à le dire, c'est une question cruciale. C'est une question cruciale. Dans la mesure où une jeunesse, par exemple, qui n'est pas éduquée, c'est une bombe à retardement. Et même lorsqu'elle est éduquée, il faut créer les conditions pour qu'elle ait accès à l'emploi. Sinon, les impérialistes vont utiliser cette jeunesse contre son propre pays, malheureusement. Donc, c'est une question importante qui a été évoquée. Et il est parti jusqu'à parler quand même de la question salariale. Ça, nous comprenons le contexte. Aujourd'hui, ce n'est pas un choix pour les CNSP de voir les citoyens ou les travailleurs être dans certaines conditions, vivre des arriérés, ce n'est pas un choix. Nous comprenons que c'est la situation qui a amené cela. Mais à côté de cette question de salariale, ce qui est très important à dire aussi, c'est la question du recrutement. Ça fait longtemps que nous, centrales syndicales, au niveau du secteur de l'éducation et de la santé, nous avons toujours, dans nos doléances, nous avons toujours demandé à ce que la question de la contractualisation soit supprimée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le plus important pour un pays, pour son développement, c'est l'éducation. Et nous sommes au Niger, nous avons un système éducatif où la majorité des enseignants sont contractuels. Et cette contractualisation, on se rappelle bien, c'est une injonction, n'est-ce pas, des barres de fonds. Donc c'est l'impérialisme qui nous a choisi et imposé ça. Donc dans le contexte actuel de la refondation que nous sommes, nous estimons que le CNSP doit continuer les efforts pour que nous puissions voir la fin. Oui, je vais venir à cela. Pour que nous puissions voir la fin de cette contractualisation. L'annonce du recrutement de 11 000 enseignants. Je pense que c'est un grand pas en avant. 11 015. C'est un grand pas en avant. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas recruté beaucoup d'enseignants contractuels. Alors que par le passé, on se rend compte, rien qu'à travers le protocole de 2018, l'État du Niger avait pris l'engagement de recruter progressivement les enseignants contractuels jusqu'à ce qu'on puisse mettre fin à la contractualisation, qui est un mal pour le système éducatif. Aujourd'hui donc, avec
le recrutement de 11 015 enseignants, je pense que c'est un grand pas en avant et qu'il faut saluer. Et nous estimons que le CNSP va continuer dans ce sens. Parce qu'il faut créer les conditions de l'employabilité des jeunes. Il faut éduquer la jeunesse, il faut aussi créer les conditions pour que cette jeunesse-là puisse accéder à l'emploi. C'est ça notre souhait aussi en tant que représentant des travailleurs. D'accord. Merci Kim. On va avancer. Quelles sont à présent les leçons à retenir de ce grand entretien du chef de l'État? Quelles sont les leçons? Bien, moi vraiment sur ce sujet, les leçons à retenir. Il faut dire que de par cet entretien, nous avons eu en face un grand homme d'État. Et que vraiment les leaders africains et de par le monde doivent s'inspirer. S'inspirer, en tout cas, de ce qu'il connaît. Certes, ce n'est pas tout qu'il a dit. Oui, bien sûr. Il n'a même pas eu le temps de tout dire. C'est juste. L'impression qu'il m'a donné, qu'il nous a donné, je pense que si vous lui accordez une journée, il va vous dire. Il va vous entraîner pour une journée. Donc, je dois faire l'inspiration vraiment pour tous les États. Je pense, sur les 54 pays africains, si nous avons un cinquième, j'allais dire, ou un dixième des chefs d'État, je pense que l'Afrique sera sauvée. Malheureusement, il n'y a pas ceux qui n'ont pas, il y a ceux qui n'ont pas le courage de le dire. Pour le moment, certes, c'est les trois qui le disent. Peut-être il y a d'autres aussi qui le disent. Et il y a d'autres aussi pays, sous-entend effectivement, qui le disent. Mais je pense que sur les 50, si on a une dizaine, je pense que l'Afrique sera sauvée. Parce que ça fera l'objet d'inspiration pour les autres. D'accord. Qu'ils sont gouvernants, ils ne sont pas des marionnettes. Qu'ils sachent qu'ils ne soient. Que ce soit les présidents, que ce soit les institutions aussi. Bien sûr. Il faut aussi que l'Afrique développe ses capacités pour que les institutions, je ne vais pas nommer les noms, les institutions sont des institutions fortes et des institutions africaines. Donc, voilà ce que je peux dire. De l'autre aspect, ou l'autre question aussi, c'est aussi les connaissances multidimensionnelles. C'est pour cela que je dis que c'est un chef d'État plein. Donc, on ne peut être chef d'État qui le veut, mais qui le peut. Donc, vraiment, il a démontré au monde sur tous les aspects ce qu'il connaît et des révélations que tout à l'heure on vient de rechercher. C'est ça. Donc, c'est pour l'autre leçon, c'est de dire aussi, effectivement, il faut chercher le savoir. On ne doit pas aller sur l'IA. L'IA, oui, l'intelligence artificielle. Parce que l'IA ne dit pas tout. Oui, elle ne dit pas tout, ça c'est vrai. Bien que c'est ça qu'on veut nous formater pour que... C'est l'impérialisme, nous formater pour que nous soyons dans l'IA. D'accord. Nous formater pour que le monde du travail soit un monde numérique. Et que toutes les forces que nous avons, parce que nous avons les bras valides pour travailler, alors que ailleurs, ça n'est autrement. Ils ont des machines, ils ont développé l'agriculture, ils ont eu les limites. Ils ont dit qu'ils vont faire les OGM parce que c'est ça qui est bon pour nous, mais les OGM ont eu les limites. Eux aussi qui ont développé les OGM dans les laboratoires, ils sont aujourd'hui en train de revenir pour chercher le bio. Donc, et si on ne prend garde, donc la diversité biologique, ils vont tout changer. D'accord. Donc, moi, c'est ça que je dis, chercher le savoir et la culture et aussi la vérité. Là, nous devrons avoir cette valeur. Nous avons cette valeur qu'on veut nous faire cacher. Donc, d'hommes, en tout cas africains, nigériens, qui dit la vérité. Quel qu'en soit Alpha, c'est ce que nous devrons développer. Et pour nous autres, pour nos enfants, de dire la vérité. À un certain moment de l'histoire, peut-être, c'était au moment où nous étions sur les bancs de l'école, les années 80, où vraiment on est fiers.
Un Nigérien, vous le savez. C'est autant de Kounché, hein. Autant de Kounché. Voilà, des années 80. Quand un étudiant, moi je parle pour ceux qui étaient étudiants ou fonctionnaires en ce temps, quand même quand on voit un Nigérien à l'extérieur, on le respecte. Ouais. Parce qu'on sait que c'est un homme, c'est un travailleur et c'est un homme de vérité. D'accord. Donc voilà, à travers le débat. Ce que je ressens que les Nigériens, nous tous, nous devrons faire ressortir pour voir les changements de comportement que nous voulons. Un changement de comportement sociétal. Merci. D'accord, merci. Oui, Seydou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les leçons à retenir de cette interview du chef de l'État? En tout cas, en ce qui concerne les leçons à retenir, c'est que il faut retenir que le président, d'abord, n'est pas du genre à se fermer dans son bureau et signer tout un tas de rapports. D'accord. Et en tout cas, moi, à travers son interview, j'ai compris que, en tout cas, le président, il a une maîtrise totale sur toutes les questions, concernant notre pays. Aujourd'hui, quand le président parle, je prends l'aspect des ressources, de nos ressources naturelles. Il a beaucoup insisté sur nos ressources. Il a évoqué certaines pratiques dans le cadre de l'exploitation de ces ressources. Et aujourd'hui, c'est des questions auxquelles il accorde beaucoup d'importance. C'est des questions sur lesquelles il accorde beaucoup d'importance. Et les leçons à tirer, c'est que il faut savoir que le président, il est là pour le peuple. Pour le peuple, d'accord. Aujourd'hui, par le passé, on a assisté à beaucoup de pratiques. Surtout notamment dans le cadre de la gestion de nos ressources, de nos ressources naturelles. Et on connaît aujourd'hui ceux qui sont en train d'exploiter les ressources naturelles. C'est des groupes d'intérêts étrangers qui sont là en train d'exploiter. Et aujourd'hui, ils sont là et malheureusement en complicité de certains Nigériens qui les aident, surtout quand même à ne pas respecter la réglementation, ce qui est déplorable. Et c'est ce comportement-là que nous avons toujours dit qu'il faut bannir dans ce pays. Le chef de l'État a beaucoup insisté sur la question des ressources. Parce qu'il a expliqué que d'abord, les ressources, ce n'est pas dans la précipitation que nous allons profiter. Et que le processus vient tout juste d'être enclenché. Donc, je pense que nous, en tant que travailleurs, il faut que nous arrivons à changer un certain nombre de comportements vis-à-vis de notre propre État. Parce que, je vous assure, la majeure partie de nos préoccupations même, c'est le comportement des Nigériens, qui sont au sein même de ces entreprises multinationales. D'accord. Djibril, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les leçons à retenir de cette grande interview? Bon, les leçons à retenir de cette grande interview, à notre niveau, nous les classons en 4 catégories. D'accord. La première catégorie, c'est l'engagement réaffirmé du chef de l'État. Du chef de l'État, oui, tout à fait. Et du CNSP du gouvernement par rapport à la gouvernance de l'État ou la conduite de l'État du Niger. Je pense qu'il a véritablement insisté sur leur engagement à amener le Niger vers des lendemains meilleurs. Ça, c'est important qu'un chef de l'État puisse réaffirmer ce juste. Le deuxième aspect sur lequel c'est les difficultés. Les difficultés auxquelles ils font face. Parce que c'est un courage de dire voici les difficultés que nous avons. Ne pensez pas je pose la question. C'est rare dans ce pays, puisque en tant que syndicaliste, vous avez eu à rencontrer beaucoup de ces gouvernements qui sont là. C'est rare de le dire, de le faire. Est-ce qu'avant c'est le cas? Il y a des gouvernements qui ont ce franc-parler par rapport aux difficultés. Il y a aussi des gouvernements qui vont vous dire non, tout se passe bien.
on a la prochaine réunion avec le FMI, l'argent va venir, même dans vos robinets, vous aurez de l'eau, au lieu de l'eau, vous aurez du lait, etc. D'accord. Donc, autre courageux à dire, voici les difficultés, c'est aussi bien. C'est bien. Parce que là, chacun va aussi calmer son appétit. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et il est important que nous le notions en disant que voici le contexte dans lequel nous sommes. Et voici les difficultés auxquelles nous faisons face. Comprenez-le et analysez vous-même. Voilà. Le quatrième point, c'est les faiblesses. Les faiblesses de nos États aujourd'hui. Parler des faiblesses de nos États, c'est une bonne chose. Hein? Parce que tant que vous n'avez pas le courage de dire quelles sont les faiblesses de vos États qui est lié aux difficultés, c'est aussi pas bien. Et ça rejette toujours le deuxième groupe. Maintenant, c'est de parler aussi aux Nigériens des opportunités qu'il faut avoir. Telles que garder notre unité, c'est une opportunité. Bien sûr. Parce qu'un État, quand c'est uni, c'est une opportunité. C'est juste. Quand vous perdez votre unité, mais vous partez où? Donc, malgré les difficultés qu'il a relevées, il a fait que nous devrons être résilients. Nous devrons garder notre unité. Et parce qu'il dit que parmi les opportunités, nous avons des ressources que nous pouvons exploiter pour changer notre vie de tous les jours. Mais à condition que nous gardions notre unité. C'est juste. Parce que dans tous les pays où il y a guerre ou à cause des ressources minières ou ressources naturelles telles que dans les pays du Grand Lac, mais c'est parce que les gens ont perdu l'unité. Donc, ce qui est opportunité n'est plus opportunité pour eux. C'est juste. D'accord. Donc, il est important que nous le comprenions. Et le quatrième point, c'est de dire quelles sont les menaces auxquelles nous faisons face. Parce que le chef de l'État a parlé bien sûr des menaces. Des menaces, tout à fait. Par rapport auxquelles notre pays fait face. Que ce soit l'impérialisme, que ce soit le terrorisme, que ce soit l'envie des autres qui regardent ce que nous avons et veulent nous prendre ce que nous avons. Et tout ça, ce sont des menaces. Nous pensons que vous résumez l'entretien, ça se tournera au cours de cette tout à fait. D'accord. Ça tourne au cours de... Maintenant, il y a certains aspects que dans l'entretien, il n'a pas tellement évoqué, dont j'ai parlé tout par rapport à certains aspects qui nous concernent. Les questions d'emploi. Vous avez vu, quand le gouvernement a fait l'annonce du recrutement de 11 015 enseignants, mais tout le monde a applaudi. Applaudi, bien sûr. Que vous aimiez le régime, que vous ne l'aimiez pas, vous avez applaudi. Mais malheureusement, ça s'est limité uniquement aux enseignants. Et pour les autres. Et pour les autres, d'accord. Parce que ça, il faut aussi qu'on en parle. Il n'y a pas que un pays n'a pas besoin que d'enseignants. Il y a aussi beaucoup de secteurs de la santé, du développement agricole et autres, qui sont surtout les structures de l'État. Il est important que nous puissions aussi, ou que le chef de l'État puisse nous édifier par rapport à ces perspectives de recrutement dans ces secteurs-là. Parce que c'est vrai, il y a eu des grands travaux qui ont été initiés, mais l'État n'est pas toujours capable de maîtriser l'effectif du personnel recruté. Parce que tantôt c'est le privé, tantôt c'est même l'informel. Donc il est important que pour ce qui concerne l'État, que là aussi, qu'il puisse nous édifier par rapport aux perspectives. Et nous sommes convaincus que, comme ils l'ont fait pour les enseignants, ils sont capables de le faire aussi pour les autres secteurs. D'accord. Merci, Jibril. Oui, Kémou, qu'est-ce que vous allez ajouter? Oui, monsieur Abdoulaye, les leçons à tirer, n'est-ce pas, de l'interview du président, c'est qu'on retient dans un premier temps que le président Tchani est incontestablement un homme d'État. Un homme d'État, d'accord. C'est un homme d'État. Et ses propos sont toujours véridiques. Parce que de la première interview à celle qui a été faite tout récemment, je pense que tous les propos tenus par le président, la véracité de ces propos a été vérifiée par la suite. Donc c'est véritablement un homme d'État. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon à retenir, c'est que il faut reconnaître que nous avons un autre Sankara. Un autre Sankara? Oui, à travers Tchani. D'accord. Nous avons un autre Sankara
quand je parle de Sankara, moi je parle de révolution. Et quand il faut parler de révolution, il faut surtout voir le côté changement des mentalités. Donc la leçon que nous devons tirer de son comportement, c'est que à partir du moment où le premier responsable donne le bel exemple, je pense que tous les citoyens doivent s'en approprier, en tout cas, ce que le président est en train de faire, ses attitudes, ses façons de faire. Et je pense que si nous parvenons à changer les mentalités par rapport à tous les aspects de la vie de la nation, je pense que c'est ça qu'il faut pour changer le Niger. Le Niger, tout à fait. Tous les débats autour des questions, même quand on a fait les débats au niveau de comment on appelle ça, donnez-moi les noms les assises là. Oui, les assises. Mais tous les débats est focalisé autour du changement de comportement, de mentalité. On est d'accord. Et si on a un Sankara, c'est-à-dire un révolutionnaire à la tête d'un État, c'est une fierté. D'accord. Donc la leçon à tirer, c'est que le peuple, les citoyens doivent copier le leader pour qu'ensemble nous puissions changer la situation de notre pays. Ça, c'est la deuxième leçon. D'accord. Maintenant, il faut aussi retenir qu'il y a certaines questions que nous avons souhaité être évoquées par le président de la République, mais je pense que les dispositions vont être prises pour qu'à l'avenir, que ceci soit pris en compte dans le cadre de l'interview, parce que l'avantage de l'interview, c'est que ça suscite davantage l'attachement du citoyen, n'est-ce pas, à ce leader. Parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, même par rapport à l'attaque de l'aéroport de Niamey. Mais finalement, lorsque le président Tchani a parlé, tout le monde s'est rangé. Il a dit les derniers mots, tout le monde s'est rangé. Parce que ses propos sont incontestables par le passé. Et dès qu'il parle, donc c'est un modèle de vérité. Donc il a fallu qu'il parle pour que tout soit noyé. Donc pour nous, donc les autres questions aussi doivent être évoquées. Je parle de la question, par exemple, de la justice sociale. Justice sociale, c'est extrêmement important. D'accord. Je parle de la question de la corruption. Il y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent être bien traités bien avant et qui peuvent être évoqués par les présidents et qui vont davantage renforcer notre attachement, n'est-ce pas, aux idéaux du CNSP. Parce que, comme je l'ai dit, nous, au niveau de l'ESPT, le CNSP est venu honorer les lignes idéologiques de notre organisation. Nous sommes une organisation anti-impérialiste, nous sommes contre les politiques néolibérales, nous sommes pour un syndicalisme de transformation sociale, nous sommes contre la collaboration de cette classe. Donc quand vous regardez un peu les actions qui sont en train d'être posées par les CNSP, les départs de base militaire, vous retrouvez. On se retrouve, nous sommes honorés. Donc c'est la leçon que c'est les principaux points, les trois points là que nous retenons comme leçon. Vraiment, il a montré aux yeux du monde que lui, c'est un homme d'État. Donc, et tout ce qu'il dit, c'est de la vérité. Donc, il est source d'inspiration du citoyen parce que, j'ai dit, c'est un autre Sankara qui nous a... Donc, la troisième leçon, c'est qu'il faudrait que le président prenne en compte aussi des idées, des appréciations constructives que nous sommes en train de faire de sa sortie médiatique pour que les autres questions aussi puissent être abordées prochainement pour la grandeur du peuple nigérien. Merci Kiamou. On va, Alain, faire un dernier tour de table pour finir ce débat. À quoi doit-on s'attendre après cette sortie assez commentée du président de la République? Et puis pour finir, quel sera votre message à l'occasion de ce mois béni de Ramadan en direction des populations et de vos militants? Très rapidement. Bien, oui, très rapidement. Donc, ce que nous pouvons retenir donc, de ce message, c'est vraiment s'attendre donc d'abord à se démarquer de certaines idéologies impérialistes et capitalistes, et de se remettre au travail. Parce que le travail, c'est le moteur de la croissance. Le travail, c'est la source de richesse. Quel qu'en soit ce que nous pouvons disposer comme ressources minières autres, tant qu'il n'y a pas le travail, quelle qu'en soit sa forme, ces ressources-là ne seront pas exploitées et nous ne pouvons pas amorcer le développement économique et social de notre pays.
Donc, il faut se remettre au travail. La loisiveté dans les villes et les campagnes, comme ça se faisait avant, parce qu'il y avait beaucoup de loisiveté et avant l'arrivée du CNSP. Et vraiment, je pense que nous devrons retrousser nos manches et travailler. L'autre question c'est la résilience. La résilience, résilience vraiment du peuple nigérien. Donc pour l'avenir de notre peuple. Et aussi l'avenir de l'espace dans lequel, parce que quand on parle du peuple nigérien, donc il y a le nouvel espace que le peuple nigérien est, c'est l'espace de l'AES qu'il ne faut pas. Moi, je pense que quand on parle donc de cette résilience et pour l'espace, je pense que ce que je propose aussi, et nous en tant qu'organisation syndicale, nous avons dit qu'il faut qu'on se tout à l'heure j'ai dit de se démarquer des idéologies, de tout ce que on nous a calqué dans la tête et malheureusement qui ne reflète pas nos réalités et nos valeurs. Je pense que dans le peuple de l'AES, on doit s'approcher. Sectoriellement, on doit s'approcher. C'est-à-dire que les travailleurs doivent s'approcher entre eux, que ce soit d'une manière globale, que ce soit d'une manière sectorielle. Et je pense que c'est au gouvernement de faciliter. Je pense que ce processus a été amorcé, mais il faut qu'on aille à les cultures, les médias, la source, ce qui est concret, c'est la presse, c'est la création. Et de l'autre côté, les institutions bancaires sur l'économie, c'est la banque. Donc, je pense que on doit aussi mettre en valeur les chefferies traditionnelles, nos chefs coutumiers aussi. Il faut qu'il y ait un brassage parce que nous avons des valeurs communes. Voilà. Donc, ainsi de suite, toutes les couches sociaux et professionnels quand même de ce pays devraient être ensemble avec ceux des autres pays de l'AES pour que nous puissions aller en avant. Mon dernier mot, c'est de dire le message, nous sommes au mois béni du Ramadan. Donc j'adresse vraiment, ça fait plus d'une semaine que le mois... 10 jours exactement. 10 jours. Donc un bon mois de Ramadan à tout le peuple nigérien, aux hommes et aux femmes. Mais aussi le Ramadan, je pense que quand on parle de Ramadan, ça coïncide parce que le Niger est un pays laïque aussi, le regard avec aussi les autres communautés chrétiennes aussi qui ont commencé aussi le carême, qui sont en carême, et que vraiment que Dieu bénisse le Niger et aussi bénisse toutes les bonnes œuvres que nous sommes en train de faire donc pour ce peuple. Donc et dire que en tant que travailleurs, nous constatons que au mois béni de Ramadan, peut-être c'est le mois béni de Ramadan. Donc nous sommes en fin du mois et que les salaires ont coïncidé. On a un peu commencé à rompre. Les salaires ont été déjà payés. Sont en train d'être payés. C'est déjà une bonne chose. D'habitude, pour certains, ils vont jusqu'au 17 du mois prochain. Et nous constatons que tout juste avant le 28, déjà les salaires sont faits. Les salaires sont en train d'être faits. Donc ça commence à bouger. Je pense que pour cette fois-ci, on ne va pas aller au 17 du mois prochain pour avoir le salaire précédent. Donc je pense que déjà c'est un pas en avant et nous estimons que ça aille de l'avant. Parce que payer les salaires, excusez-moi, payer les salaires, c'est développer l'économie. C'est les milliards investis pour le paiement des salaires. Pratiquement les travailleurs nigériens, que ce soit tous les secteurs publics, parapublics et privés, et c'est le même montant là qui revient. Qui vient. C'est bien expliqué, M. Alain. Ce n'est pas gardé dans les banques. Les travailleurs ne gardent pas leurs revenus dans les banques. C'est les mêmes revenus qui reviennent encore pour renforcer l'économie nationale. Je vous remercie. Merci Alain. Merci. Oui, Seydou, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement Moi, ce que j'ai ajouté, en tout cas, c'est que pour finir, nous devons vraiment mettre en avant les intérêts du peuple. Et je dirais que notre préoccupation commune doit être comment répondre aux aspirations du peuple. Tous nos efforts aujourd'hui doivent être orientés dans le sens
dans ce sens. Et pour ce faire, je pense que il faut aussi écouter le peuple. Écouter le peuple. Parce qu'une refondation ne peut pas se faire sans les autres composantes aussi. Mais il y a cette écoute depuis le 26 à aujourd'hui. Bon, je pose la question. Il y a cette écoute parce que les gens en parlent. Bon, en fait, les gens parlent et on a besoin vraiment de changements sur certaines questions. Ok, d'accord. Voilà, donc vraiment, peut-être que l'occasion va se présenter où on va peut-être dans d'autres cadres parler de ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Et aussi, je profite aussi pour souhaiter un très bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Les musulmans. Et qu'Allah facilite le reste. D'accord. Merci. Djibril, est-ce que vous allez ajouter avant de finir? Tout ça, c'est que le chef de l'État doit-on s'attendre? Il est important que le relais soit pris par les ministres. Voilà. Avec plusieurs formes de communication. Parce que nous rappelons du débat que vous avez eu avec les ministres. On nous a annoncé que ça allait être le tour du Premier ministre, mais il n'y a pas eu pour le Premier ministre. Sauf si... non, il n'est pas passé. Pour dire la vérité. Et aujourd'hui, s'il va passer, c'est déjà vieux par rapport au sujet traité. Nous pensons qu'il y a plusieurs formes de communication que les ministres peuvent faire avec leurs collaborateurs du haut jusqu'au bas par rapport aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais par rapport aussi aux usagers pour les informer du contexte dans lequel nous sommes et par rapport aussi aux partenaires sociaux que nous sommes. J'avoue... donc je pose cette question. Il faut aujourd'hui, après ce que le président a fait, et il en a fait déjà beaucoup, il faut que maintenant, à chaque étape, que des responsables viennent expliquer ce qu'ils sont en train de faire pour que les gens comprennent. Mais tout à fait, parce que ça permet de communiquer. Maintenant, au-delà de passer au niveau des télévisions ou des radios pour les médias, mais un ministre peut communiquer aussi dans un cadre de dialogue social. Oui, tout à fait. Avec les partenaires. Avec les partenaires sociaux. Mais malheureusement, beaucoup de ministres ne le font pas. Ils ne le font pas. Et pourquoi ils ne le font pas? Je ne sais pas pourquoi. Allez-y leur demander. Okay. Parce que le plus souvent, ils vont dire non, on a des difficultés. Et puis c'est fini. Ils ont peur de venir peut-être en face de ces partenaires. C'est quoi exactement? À vous de poser ça au ministre. Je ne sais pas. Parce que je vous dis ce que nous répondons. Ok, d'accord. Ce qui est important à notre avis, après tout ce que le président a dit, il faut réunir vos partenaires sociaux pour leur dire voici les difficultés auxquelles nous faisons face et quelles sont vos propositions. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Alain vient de dire que les salaires sont en train d'être... Bien sûr. Mais comment on peut parler à des partenaires de la remise des Nigériens au travail et il n'y a pas de salaire? Il n'y a pas de salaire. Et en même temps, on vient menacer les agents. Vous n'êtes pas à l'heure, vous n'êtes pas sûr. Alors que le gars, il a même des difficultés pour avoir le taxi. Je n'ai pas fini. Un autre aspect qui est important par rapport toujours à cette question de dialogue social, voyez-vous, le retard dans les paiements des salaires, que ça finisse. Nous sommes 3 États de l'AES. Le Niger, le Burkina et le Mali. Mais le Mali et le Burkina n'ont pas de problème de salaire. Et pourquoi nous, le Niger? Bon, ça a commencé puisque vous avez dit que déjà ça a commencé, depuis le 26 ou le 27 mais ça a commencé. Nous souhaitons que le vent a soufflé déjà pour ce paiement régulier de salaire avec le nouveau ministre de l'économie et des finances qui est là. Si le nouveau ministre arrive à maintenir le cap de payer les salaires régulièrement d'ici le 1er mai, en épongeant les arriérés des pécules, nous on va lui décerner un témoignage officiel de satisfaction. Très bien. Ça, je prends l'engagement. C'est bien dit. Mais si on ne paye pas les salaires, on dit il faut travailler. La résilience, oui. Mais la résilience avec le paiement des salaires. Et nous pensons que c'est bien possible. En mettant toutes les énergies qu'il faut dans le cadre de la mobilisation des ressources financières. Le président a bien fait le diagnostic des problèmes. Et quand un problème est bien posé, la solution, trouver la solution est facile. Et nous le disons aujourd'hui qu'il y a lieu de renforcer les différents cadres de dialogue social avec les partenaires dans notre pays. Et nous sommes sûrs que notre pays va aller de l'avant. Mais tant qu'il n'y a pas salaire, qu'est-ce que vous l'avez si bien dit. Et pour le message, pour finir avec vous? Le message, c'est que nous souhaitons
bon Ramadan à tous les Nigériens, ou disons à toute la communauté musulmane du Niger, mais aussi d'ailleurs. Nous souhaitons que les salaires soient régulièrement payés à partir de ce mois de février, parce qu'après la fête la fête de fin de Ramadan, il y a la fête qui s'annonce. Probablement ça va être le 18 ou le 19, mais nous ne pouvons pas exiger un salaire. Si l'État le fait, c'est bien, mais nous ne pouvons pas l'exiger. Mais nous souhaitons que à la fin du mois de mars, vers le 25-26, que nous renouons avec le paiement des salaires le 25-26. C'est ça notre souhait. Merci. Oui, on finit avec vous. Qu'est-ce que vous allez dire rapidement? Nous nous réjouissons d'abord de cette opportunité que vous nous donnez quand même de nous prononcer sur la question de la vie de la nation. Voilà. Alors, relativement aux préoccupations des travailleurs, je pense que Dieu a écouté le cri de cœur du président. La situation est en train de vivre une amélioration. Parce que vous voyez, les salaires sont déjà en train d'être faits. À la grande satisfaction des travailleurs, de tout le monde. Au-delà des travailleurs. Tout à fait. Et nous souhaitons que même au niveau des pécules, cela va être fait. Pour que la paix revienne au travail, parce que c'est extrêmement important. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, nous nous retrouvons autour de cette table, c'est sûrement dans le cadre de la vulgarisation de l'entretien du Bien sûr, bien sûr. Et j'ai dit que nous, en tant qu'organisation syndicale, je pense que c'est un devoir. Nous allons continuer ce devoir-là, parce que nous allons... Auprès de vos militants? Nous allons rendre compte à nos différents organes et nous allons demander quand même à tous les travailleurs militants de nos centrales quand même de faire la même chose, parce que le combat, comme le président Tchani l'a dit, c'est que c'est un combat du peuple. Le combat pour la souveraineté, c'est pas seulement un combat du CNSP, c'est un combat du peuple. Tout le monde doit se sentir concerné. Et tout le monde doit se poser la question: quelle a été ma contribution? Ma contribution, c'est juste. Je me rappelle le lendemain du coup d'État des événements du 26 juillet. Les leaders des centrales syndicales que nous sommes, je pense que c'est seulement Alain qui était en déplacement, ou bien on était même ensemble. La première rencontre, on était là, nous en tant que centrale syndicale. On était sur le podium. C'est aujourd'hui certains de ceux qui ont récupéré ce mouvement, ils étaient même à l'extérieur. Mais nous, en tant que centrale, on était là. Et bien avant les événements du 26 juillet, nous, on était à l'avant-garde. C'est pour dire que nous nous approprions, n'est-ce pas, toutes les vérités que le président a dit dans l'interview. Nous nous sentons, les devoirs de continuer à être acteurs de la construction de la vie nationale. Et pour cette raison, nous allons continuer à nous mobiliser pour vulgariser en tout cas tous les contenus de cette grande interview de notre Sankara Tchani. Pour votre message? Notre message, c'est évidemment, comme tout le monde l'a dit, je souhaite un très bon Ramadan à toute la Oumma islamique, et je souhaite que la suite soit en tout cas facile, la suite de ce qui reste des jours du mois de Ramadan, que ça soit facile pour toute la Oumma islamique. Donc je vous remercie aussi pour cette opportunité que vous nous donnez, parce que c'est une opportunité aussi. Mais on est là pour ça, c'est notre travail. Je vous remercie pour ça. Vous avez initié ça, c'est extrêmement important. Toutes les couches sont appelées à venir s'exprimer librement sur le plateau du grand débat et sur Télé Sahel, pour donner leur point de vue. Mais vous êtes l'initiateur quand même. Sur la marche. Oui, c'est extrêmement important. On vous salue pour ça. Vraiment, on vous salue pour ça. Et merci aussi pour votre contribution à ce débat. Djibril, merci aussi vraiment pour votre contribution. Alain, merci infiniment pour votre contribution. Seydou, merci aussi. Vous l'avez dit, parce que vous avez tous suivi cette grande interview du chef de l'État que vous avez tous apprécié. Et vous avez félicité le président par rapport, en tout cas, à tout ce qu'il a dit. Et cette hauteur d'esprit, sa grandeur, son engagement, ça vous l'avez dit, et sa maîtrise totale des sujets. Ça, c'est vraiment important et c'est une très bonne chose pour ce pays. Vous avez parlé des avancées telles que la grande irrigation. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller acheter des aliments ailleurs. Tout est ici, puisqu'on l'a vu. Vous avez parlé du prix du riz aujourd'hui qui est abordable. Et c'est la première fois peut-être qu'on voit que les gens ne courent pas de gauche à droite, même pendant ce carême.
pour chercher les aliments. Ça, c'est une bonne chose. Vous allez parler maintenant d'un sujet aussi qui est important, c'est celui du CCRE où les centrales syndicales ne sont pas représentées. Et là, ça, je suis d'accord qu'il faut quand même que les centrales syndicales donnent leur point de vue par rapport à ces questions de travail. Et j'espère que ça va être corrigé. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez soutenu sur ce plateau. On va s'arrêter là, M. Djibril, et en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et pour le mardi prochain, nous allons réunir sur ce plateau les acteurs économiques du pays qui vont porter leur appréciation sur la grande interview du chef d'État. Excellente soirée à tous. Au revoir.